Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est à présent 18h, heure locale du Caire. Nos émissions langue française reprennent et se poursuivront jusqu'à 20h, heure locale. Le bulletin vous sera présenté ce soir par Chérif et moi-même. Maha, bonsoir Chérif. Bonsoir Maha, bonsoir mesdames et messieurs. On commence tout de suite avec les principaux titres. Les informations en détail. Le Caire a accueilli ce jeudi le 11e sommet de l'Organisation de coopération économique D8. Créé en 1997, le D8 est une organisation de coopération économique ayant pour objectif de renforcer l'opération économique et de définir une vision commune du développement durable entre les États membres. Les détails. L'Égypte a accueilli aujourd'hui le 11e sommet des pays en développement du groupe le D8, également connu sous le nom des 8 pays islamiques en développement. Ce sommet est le deuxième organisé au Caire après celui de 2001 et le premier à se tenir en présidentiel depuis 2017, à l'exception du sommet de 2021 qui s'est déroulé en visioconférence en raison de la pandémie du Covid-19. L'Égypte a assumé la présidence tournante du D8 en mai 2024, succédant au Bangladesh et exercera cette fonction jusqu'à la fin de 2025. Le groupe D8 est une organisation internationale de coopération pour le développement, regroupant la Turquie, le Bangladesh, l'Égypte, l'Iran, l'Indonésie, la Malaisie, le Nigeria et le Pakistan. La population totale des pays membres s'élève à 1,2 milliard d'habitants, soit 13% de la population mondiale. Et leur territoire couvre 7,6 millions de kilomètres carrés, représentant 5% de la superficie terrestre mondiale. En 2010, les échanges commerciaux entre les pays ont atteint 68 milliards de dollars, représentant 3,3% du commerce mondial, tandis que leur produit intérieur brut combiné s'élevait à 5 000 milliards de dollars. La création du D8 a été annoncée par la déclaration d'Istanbul, adoptée lors du sommet des dirigeants tenu à Istanbul en Turquie le 15 juin 1997. Les objectifs du groupe consistent à renforcer les relations économiques et les liens sociaux entre les États membres, à diversifier et créer de nouvelles opportunités dans leurs relations commerciales. Le D8 vise également à améliorer la position des pays en développement dans l'économie mondiale et à renforcer la participation à la prise de décision au niveau international. L'adhésion au groupe est ouverte aux pays en développement et il se présente comme un forum sans impact négatif sur les engagements de ses membres envers leurs autres organisations internationales. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré jeudi que le sommet du D8 tenu au Caire est axé sur les problèmes des jeunes et examine également les questions politiques et économiques internationales. El-Sisi a appelé à la solidarité des pays en développement pour réaliser les objectifs du développement durable. Le chef de l'État a fait cette déclaration ce matin au cours de l'ouverture des travaux du 11e sommet de l'Organisation de coopération économique D8. Le président El-Sisi a annoncé le lancement de plusieurs initiatives durant la présidence de l'Égypte de cette organisation. M. El-Sisi a affirmé que la tenue du sommet intervient à un moment crucial où le Moyen-Orient traverse des crises complexes en insistant sur la question palestinienne et la nécessité de parvenir à une solution juste au conflit en Palestine et au Liban. De son côté, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit, a souligné que la tenue du sommet aujourd'hui revêt une grande précision et sensibilité dans un climat d'inquiétude quant aux perspectives de l'avenir en raison de l'accélération des événements, de l'intensification des défis divers et des crises auxquelles le monde est confronté à un rythme sans précédent. Il a ajouté que l'organisation du D8 et depuis le lancement de ses travaux en 1997 représente un modèle de coopération entre les pays en développement qui partagent les mêmes défis économiques et sociaux et que ce modèle a réalisé de nombreux succès. Dans son discours prononcé par vidéoconférence lors du 11e sommet du D8, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a affirmé que les jeunes sont l'énergie de l'avenir et que l'ONU aspire à soutenir et à poursuivre la coopération entre les pays du groupe D8 en développement pour un avenir durable et plus pacifique.
Pour sa part, le président indonésien Prabowo Subianto a appelé à renforcer la transformation économique dans les pays de l'organisation et a œuvré pour lutter contre la pauvreté et renforcer l'innovation technologique et la puissance économique. Il a également souligné la nécessité d'apporter un soutien illimité à la Palestine et de travailler à la recherche de solutions pratiques pour aider le peuple palestinien à faire face aux défis. Le président iranien Masoud Pezeshkian s'est dit convaincu que les pays en développement du D8 seront en mesure de renforcer la coopération entre eux grâce à la sage gestion du président Abdel Fattah el-Sisi du sommet. Le président iranien a souligné que les changements survenus dans le monde au cours de la période récente et la situation géopolitique, notamment au sud du Liban, à Gaza et en Syrie, nécessite que les États membres de l'organisation prennent des mesures pratiques et concrètes pour y faire face. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a salué le rôle joué par l'Égypte dans le soutien au programme destiné à autonomiser économiquement les jeunes. Lors de son discours au sommet, Erdogan a souligné l'importance de renforcer la coopération entre les États membres afin de faire face aux défis mondiaux croissants. Il a mis en avant la nécessité d'adopter des solutions économiques innovantes en complément des solutions politiques pour gérer les crises actuelles. Erdogan a également insisté sur l'importance de préserver l'unité de la Syrie, d'assurer la sécurité des pays voisins et de commencer à reconstruire ce qui a été détruit au cours des conflits. Lors de la 12e session du sommet consacré à la discussion sur la catastrophe humanitaire, la reconstruction à Gaza et au Liban, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que ce qui se passe dans la région est une preuve flagrante du double standard auquel le monde assiste, de la vacuité des principes et des valeurs humains, ainsi de la marginalisation des règles du droit international. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également affirmé la condamnation par l'Égypte des événements tragiques à Gaza et au Liban, ainsi que des violations flagrantes de la souveraineté syrienne dans le cadre de confiscation par Israël de nouvelles terres syriennes. Il a en outre souligné le plein soutien à l'unité, à la stabilité et à l'intégrité territoriale de la Syrie. Le président palestinien Mahmoud Abbas a assuré l'importance de travailler immédiatement pour mettre fin à l'occupation israélienne de la Palestine. Lors de son allocution à la deuxième séance du 11e sommet du D8, les 8 pays en développement qui étaient consacrés à la discussion de la catastrophe humanitaire palestinienne et la reconstruction de Gaza et du Liban. M. Abbas a affirmé la nécessité de mettre fin aux crimes de génocide israélien contre les Palestiniens à Gaza et empêcher les tentatives de séparer le secteur de la bande de Gaza dans d'autres territoires palestiniens. Le Premier ministre libanais, Najib Mikati, a réaffirmé que le début de la réalisation du développement dans son pays commence par l'application des résolutions de légitimité internationale et la fin des infractions et de la violence israélienne sur la bande de Gaza et le Liban. M. Mikati s'exprimait lors d'une séance spéciale consacrée aux derniers développements sur le terrain en Palestine et au Liban à l'occasion du 11e sommet du D8. 38 Palestiniens ont été tués et d'autres blessés lors de frappes israéliennes sur la bande de Gaza depuis ce matin, dont 31 dans le nord de la bande. Le ministère de la Santé de Gaza a annoncé que les forces d'occupation ont commis 4 massacres au cours des dernières 24 heures. Au total, 32 martyrs et 94 blessés ont été admis dans les hôpitaux, portant le bilan des victimes du bombardement israélien à 45 129 martyrs et 107 338 blessés depuis octobre de l'année dernière. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé que 6 Palestiniens ont été tués lors des raids israéliens dans les camps de réfugiés de Tulkarem et de Balata, dans le nord de la Cisjordanie. Dans un communiqué, le ministère a précisé que 4 personnes ont été tuées et 3 autres grièvement blessées lors du bombardement d'un véhicule dans le camp de Tulkarem.
Par ailleurs, le Croissant Rouge palestinien a accusé les forces d'occupation d'avoir empêché les ambulances d'entrer dans le camp de Balata en tirant sur les véhicules, entravant la fourniture des services humanitaires et médicaux dans le camp. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti jeudi les rebelles Houthis du Yémen que celui qui frappe Israël paiera un prix très élevé. Notons que les rebelles Houthis du Yémen ont revendiqué jeudi le tir de 2 missiles sur Israël en réponse à des raids israéliens contre des ports et des infrastructures énergétiques yéménites. Ces attaques, selon un média contrôlé par les rebelles, ont causé la mort de 9 personnes. Le porte-parole des Houthis a déclaré que ces tirs représentaient une réponse légitime à l'agression israélienne contre des installations civiles à Sanaa et Hodeïda. Les médias Al-Masriya ou les médias égyptiens ont rapporté que les centrales électriques de Haziz, situées au sud de la capitale, et de Dahban, en périphérie nord de Sanaa, ont été ciblées. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé à la formation d'un gouvernement syrien non sectaire qui protège les minorités et poursuit la lutte contre l'organisation Daesh ainsi que l'élimination des stocks persistants d'armes chimiques. M. Blinken a exhorté le groupe Hayat Tahrir al-Shem qui mène la coalition ayant pris le pouvoir en Syrie à tenir ses promesses de modération. Ceci est intervenu alors qu'Ankara a démenti les informations des États-Unis concernant l'existence d'un accord de cessez-le-feu entre la Turquie et les forces démocratiques syriennes, soutenues par Washington. La Russie a revendiqué jeudi la prise de 2 villages, Zelenivka et Movykomar, dans la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine, où elle progresse ces derniers mois face aux troupes ukrainiennes, a annoncé le ministère russe de la Défense. Plus tôt, Moscou a annoncé que ses avions de chasse avaient repoussé des attaques menées par l'Ukraine aujourd'hui, utilisant des drones et des missiles sur la région de Rostov, au nord du pays, provoquant un incendie dans une raffinerie de pétrole. Ce dernier a été maîtrisé et éteint. Il est à noter que cette attaque est la 2e de ce genre en 6 mois, visant cette installation après une attaque similaire survenue en juin dernier qui avait entraîné l'arrêt de la production de la raffinerie pendant 2 mois. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a réaffirmé l'engagement de l'État à apporter un soutien total aux entités médiatiques ainsi qu'à l'autorité nationale de la presse et à ses institutions afin qu'elles puissent remplir pleinement leur mission. M. Madbouli a précisé que l'État s'efforce de lever tous les obstacles entravant le développement de ces institutions, notamment ceux qui concernent l'amélioration de leur situation économique et le remboursement des dettes accumulées. Ces déclarations ont été faites lors de la participation du Premier ministre à la cérémonie de signature de 3 protocoles de coopération entre les gouvernorats du Caire, de Gizeh et de Kalioubeya, chacun de manière distincte. Le président de l'autorité nationale des médias, l'écrivain Ahmed El-Mouslimani, a réaffirmé la profondeur des relations égypto-russes, l'importance de l'échange des documents médiatiques d'intérêt commun, ainsi que l'amitié historique entre les 2 peuples. El-Mouslimani s'exprimait à l'occasion d'un entretien accordé à la chaîne Russia Today, lors duquel il a souligné l'importance de coopérer avec le grand édifice médiatique égyptien qui possède une riche histoire, une expertise et des compétences distinguées. Les 2 parties ont également discuté des moyens de renforcer la coopération médiatique, notamment dans les domaines des sciences, de la littérature, des arts et du tourisme. Sur cette nouvelle sportive, et d'ailleurs qui fait l'objet d'expertise de Chérif Boussela, nous parvenons au terme de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs.